Et on parle ce soir de la Syrie, des pourparlers qui auront lieu vendredi avec Téhéran autour de la table pour la première fois. On parle également de cette intensification sur le terrain des frappes aériennes russes, mais aussi de l'implication de Washington qui annonce aujourd'hui qu'elle participera et conduira des frappes ciblées au sol, une aide directe au sol pour la première fois dans le pays. À l'instant, nous parlions du rôle, de la place qu'aura Bachar al-Assad dans une transition éventuelle. Ça sera bien sûr au cœur des pourparlers ce vendredi. C'est la question qui avait tant divisé au moment des pourparlers de Genève en 2012. Elle restera centrale. John Rick MacArthur, vous êtes en direct de New York, l'un de nos invités ce soir. La question risque de se poser en d'autres termes. C'est-à-dire qu'en 2012, la question était de savoir si les négociations pouvaient avoir lieu sans le préalable du départ de Bachar al-Assad. Aujourd'hui, on semble se diriger plutôt vers un calendrier pour son départ. Ben, le calendrier pour son départ, c'est encore une absurdité parce qu'il tient au pouvoir. Les Russes aujourd'hui sont à ses côtés. Il a maintenant un soutien dans quelques secteurs. Je parle de quelques secteurs dans le monde politique occidental. Qui comprend que Bachar al-Assad était le garant, il était le garant des droits minoritaires, les droits des chrétiens, parce que les chrétiens américains sont très choqués par la crise des réfugiés, mais surtout par la crise des chrétiens qui fuient une guerre civile attisée, alimentée par l'Amérique. Donc, ça devient extraordinaire. Alors, comme j'ai dit il y a 15 minutes, il faudrait bien sûr inviter Assad ou un représentant d'Assad au pourparler et peut-être même un interlocuteur qui pourrait discuter ou parler avec Abou Bakr. Parce que sans ça, il n'y aura pas de résolution. Si on prétend aujourd'hui que la paix pourrait être établie par procuration, j'arrête de parler. Il n'y a plus rien à dire parce que c'est une guerre civile. Antoine, ça a été déclenché par l'idiotie de Blair et de Bush, qui est encore une ironie fantastiquement intéressante, étant donné que tous les deux étaient des néo-impérialistes et ils ont tous les deux brisé le consensus colonial établi par Sykes-Picot. Alors maintenant, il n'y a plus de protection pour les minorités, il n'y a plus d'État d'Irak, il n'y a plus vraiment d'État de Syrie. C'est le chaos. Et c'est créé par Bush et Blair. Si on en revient, Antoine Basbous, à cette question de la place de Bachar al-Assad dans une transition politique qui sera à nouveau centrale dans les discussions quand les puissances se retrouveront autour de la table pour parler de la Syrie, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu un glissement finalement sur cette question, qu'on n'en est plus à appeler à son départ avant toute négociation, que ce dont on parle aujourd'hui et ce que Washington espère, c'est que Moscou, Téhéran pourront mettre une pression sur le président syrien pour qu'il accepte de partir à un moment? Officiellement, Téhéran et Moscou disent qu'il a un mandat qui court jusqu'en 2021. Officiellement. Dans la négociation, parce que Bachar est tellement affaibli qu'il a été convoqué de nuit à Moscou. Il est allé seul, sans ministre, sans conseiller, sans drapeau, sans protocole, vol de nuit, vol militaire. Donc aujourd'hui, Bachar ne pèse plus grand-chose. Aujourd'hui, si ses parrains lui disent « dégage », on te donne une villa à tel endroit, il n'a plus beaucoup le choix, à moins de jouer sur l'un contre l'autre, sur Téhéran avec Téhéran contre Moscou ou l'inverse. Donc il est affaibli et il y a 2 mois, il était aux abois. Avant l'arrivée des Russes, Bachar était vraiment, ses adversaires, et là c'était les modérés, étaient à 20 ou 25 km de Latakia et de Kardaha. Donc entre cette position 2021 et la position de Genève 2012, c'est-à-dire gouvernement de transition pour que Bachar quitte aussitôt après, et celle de François Hollande qui disait dans un premier temps il faut qu'il parte tout de suite, après qu'il faut qu'il parte à la fin du processus. Donc il y a une marge de manœuvre qui va jusqu'à 6 mois. Mais
on ne peut pas imposer ni aux Russes, ni aux Iraniens, ni à Assad de partir s'il n'y a pas de présence de forces militaires au sol. Alors Dimitri de Kochko, cette question pour vous, est-ce que vous pensez que Vladimir Poutine veut qu'Assad reste au pouvoir? Alors d'abord, c'est pas sans arrêt Vladimir Poutine, c'est la politique de la Russie. La Russie, et en tout cas ce qui a été exprimé en plus, c'est d'effectivement qu'il faudra un règlement politique, que c'est sans doute pas, ils ne sont pas mariés avec le régime d'Assad comme ils l'ont dit à plusieurs reprises, et quand ils ont effectivement, comme vous dites, convoqué de nuit Assad, enfin en tout cas que Assad a vu Poutine au Kremlin, ils ont parlé d'un règlement politique. Alors ça n'a pas été beaucoup souligné par la presse occidentale, puisque malheureusement on a une presse qui commence à être, enfin, qui est très nettement orientée et qui est systématiquement anti-russe, mais il n'empêche qu'il parlait justement d'un règlement politique, ce qui était un élément, à mon avis, pas forcément nouveau, parce qu'ils avaient déjà reçu, les Russes avaient déjà reçu d'autres forces politiques syriennes, notamment des opposants modérés politiques, qui existent effectivement, la preuve, vous êtes là, mais qui ne sont pas sur le terrain. Et quand ils sont sur le terrain, ils passent soit à l'État islamique, soit à An-Nahar, qu'on ne peut pas vraiment qualifier de modéré, à moins que vous préférez trouver modéré. Ala Kolmani, est-ce que le maintien au pouvoir de Bachar al-Assad, pour une période X, sans préciser le temps qu'il resterait au pouvoir, est-ce que ça n'a pas pour conséquence une partition, pour revenir à ce que vous disiez, de fait de la Syrie? Permettez d'abord que je dise un mot sur l'inexistence de forces syriennes non modérées ou je dirais nationales syriennes, simplement, et non pas djihadistes. Je crois que même M. Lavrov, il y a 2 jours, a parlé de l'armée syrienne libre en disant même qu'on pourrait peut-être lui prêter main forte avec pas couverture aérienne pour mener des batailles, pour une raison très simple, c'est qu'ils l'ont constaté sur le terrain, la présence de ces gens qui se battent contre le régime de Bachar el-Assad et en même temps contre les extrémistes. C'est un fait, même les Russes l'ont constaté, ils ne voulaient pas le croire avant de le voir. Ils l'ont vu, c'est bon. Accepterait-il ces Syriens dont vous parlez, et les rebelles modérés et l'opposition politique à Bachar al-Assad, accepterait-elle aujourd'hui, vu tout ce qui s'est passé depuis 4 ans, un compromis, une sortie de crise avec Bachar al-Assad à la tête du pays? Je crois que Bachar al-Assad, je crois qu'Antoine Basbous l'a dit, Bachar al-Assad, c'est le nom, la marque du tapis qu'on est en train de marchander. C'est le bazar, et ça s'appelle Bachar al-Assad, c'est le nom du bazar. Maintenant, tout dépend de la négociation politique. Les gens sur le terrain, bien entendu, la très grande majorité des Syriens ne peut pas penser à un avenir avec Bachar el-Assad. C'est impensable, je dirais, c'est un criminel de guerre. Ils subissent depuis 4-5 ans ces bombardements dans tous les sens, ces exactions dans tous les sens. Évidemment que les Syriens n'accepteraient pas. Mais, une fois de plus, ce n'est pas, ils n'ont pas leur mot à dire, ni les uns ni les autres. Maintenant que tous les Syriens sont sous une tutelle quelconque, c'est aux autres de décider pour eux. On ne va pas leur demander leur avis, pour l'instant. Ils peuvent le donner, mais ce n'est pas la question. Et à juste titre, parce que finalement, ils ne pèsent plus, ni les uns ni les autres. L'armée de Bachar el-Assad, on a vu, c'est ridiculisé. C'est pas pour rien que les Russes ont dû intervenir pour qu'ils disparaissent pas complètement. Les autres n'ont pas la force, n'ont pas les... Forcément, maintenant, on est dans une guerre par procuration, absolument. C'est une guerre qui a évolué vers une guerre par procuration, et ce sera, comme d'autres conflits dans l'histoire, réglé par les forces extérieures, par les différentes forces qui sont... On a beaucoup parlé, Antoine Basbous, de cette possibilité d'une partition de la Syrie. Est-ce que vous pensez qu'elle se présente comme inévitable aujourd'hui? Honnêtement, la partition, c'est un plan, et c'est inscrit dans les faits par le biais des massacres et le déplacement de population, du nettoyage ethnique. Il faut dire que les réfugiés syriens en Europe ont fui davantage les régions dans lesquelles Assad les bombarde que l'inverse, parce que Daesh est très loin. Il faut être honnête et dire ceci. Il faut dire aussi que pour la France, le maintien de Bachar, c'est quelque chose d'inacceptable, parce que la France a activé l'arme ultime, c'est-à-dire une enquête ouverte contre Assad et son régime pour crimes contre l'humanité. On ne peut pas imaginer quelqu'un qui aurait été condamné
d'être un criminel de guerre, de rester à la tête de son pays. Et puis il y a aussi... C'est déjà arrivé. Il y a aussi un test pour la Russie. La France va déposer au Conseil de sécurité une résolution qui condamne le largage des barils d'explosifs à l'aveugle, qui est une arme contre les civils. C'est du terrorisme. Eh bien là, les Russes jusque-là ont toujours posé leur veto pour protéger Assad. Cette fois-ci, alors qu'ils sont sur place avec des dizaines d'avions et d'hélicoptères, est-ce qu'ils vont le protéger une fois de plus? Je n'en sais rien. Toujours est-il que la carte Assad est pourrie. La carte d'Assad, même ceux qui le défendent ne doivent pas se regarder bien dans la glace et être fiers d'eux-mêmes, parce que défendre quelqu'un qui a torturé autant de gens, qui a tué autant de gens, c'est pas présentable. Alors, John Rick MacArthur, l'approche de ces négociations intervient alors même que Washington annonce une participation, une aide directe au sol, dans le style de ce qu'elle avait fait la semaine dernière en Irak, en permettant la libération de ces prisonniers qui étaient détenus par l'organisation de l'État islamique et dont l'exécution était, selon Washington, imminente. C'est un changement important dans la stratégie américaine. Je ne sais pas. Ça nous insère encore plus directement dans le bourbier et je pense que c'est absolument inutile d'intervenir directement. Ça pourrait possiblement nous mener à une intervention plus directe avec des soldats, ce qui serait une catastrophe. Je ne comprends pas pourquoi les Américains ne reculent pas et disent que les Russes s'arrangent avec les Iraniens et que Assad s'arrange avec l'État islamique, parce que la participation de l'Amérique n'arrête pas d'aggraver la situation. Et je reviens sur les frappes soi-disant ciblées. C'est complètement... C'est pas inutile, ça rebondit contre nous. Ça ne peut pas aider la situation. Ça n'arrête pas d'aggraver la situation. On tue un civil, on fait 10 recrutes pour l'État islamique ou pour Al-Nusra ou bien pour Assad. Alors, je ne comprends pas. C'est absolument incohérent. Je vous donnerai la parole dans 2 minutes. Si possible, excusez-moi, si possible, je demanderai finalement l'aide de l'ONU. Parce que l'Amérique n'a pas la crédibilité de présider sur quoi que ce soit comme conférence de paix. C'est absurde. Antoine Baspos. Écoutez, il faut acter une chose, c'est que M. Obama démissionne de cette crise et il a devant lui 15 mois. Pendant ces 15 mois, M. Poutine exercera son leadership. Les Iraniens créeront des faits accomplis sur le terrain, mais n'imaginez pas un seul instant que cette alliance russo-iranienne à l'échelle de la région, ça dépasse la Syrie, eh bien, ne pourra jamais, n'a même pas la prétention de réunifier ces pays. C'est fini. Et puis, M. Obama a trahi les Syriens. Ceux qui, pendant les premiers mois, sont descendus dans la rue n'étaient pas du tout des barbus. C'était la société civile. Il n'y a même pas eu un seul coup de couteau pendant les 6 premiers mois. Eh bien, M. Assad a militarisé la contestation. Il a sorti de ses prisons les djihadistes pour s'offrir les meilleures oppositions, pour dire, voilà, j'ai en face pas des gens civils et civilisés, des ingénieurs, comme disait Obama, et des professeurs d'université, mais des islamistes que Assad avait employés contre les Américains en Irak, puis il les a sortis de ses prisons pour s'offrir la meilleure opposition possible. Je reviens à vous tout de suite. Juste, la stratégie d'Assad a été gagnante à ce niveau-là. Il a réussi à poser sa capacité de nuisance absolue. La guerre, le débat sont devenus ce qu'il avait pris. Non, mais au prix de détruire le pays, la population, etc., si c'est ça l'objectif, c'est formidable. Dimitri de Kochko, vous aviez une question. J'ai une question pour M. MacArthur, si c'est possible. Comment se fait-il que les Américains aient changé à ce point-là de position, justement? Parce que combien de fois on a entendu Obama et les autres dire, et Kerry, dire « no boots on the ground ». C'est-à-dire, non, on ne va pas remettre les pieds sur le terrain. Et tout d'un coup, ils changent. Et d'autre part, Jimmy Carter, l'ancien président, qui donne des éléments aux Russes, justement, pour pouvoir mieux bombarder l'État islamique. Comment ça s'explique? Est-ce qu'au sein de l'oligarchie américaine, il y a des désaccords? Il y a pas de oui, bien sûr, il y a des désaccords, mais Obama, c'est un homme sans principe.
Je ne comprends pas pourquoi les gens tiennent tellement à une idée d'Obama comme homme qui voudrait promulguer une nouvelle donne au Proche-Orient, le grand discours au Caire. Je vous fais rappeler qu'avant de se rendre au Caire pour son grand discours, il a fait étape à Riyad pour rassurer les copains saoudiens. Alors personne dans le monde arabe croit au constat, aux paroles d'Obama. Alors ce qu'il fait maintenant, c'est un peu le réel politique dans le Parti démocrate, parce que le Parti démocrate est partagé entre les faucons qui voudraient, et un peu les républicains comme McCain, qui voudraient vraiment intervenir, envoyer l'armée américaine pour régler tout au Proche-Orient, et ceux qui voudraient aller un peu plus doucement et qui comprennent ou qui ont tiré des leçons de l'Irak et qui savent que ça ne peut pas aider les choses. Donc, c'est l'hypocrisie d'Obama affichée sur un terrain qui est trempé de sang, et trempé de sang avec le sang des martyrs de Bush et Blair. Au final, Antoine Pasbous, est-ce que cette intervention russe, tant critiquée par l'Occident, n'aura-t-elle pas finalement obligé tout le monde à se remettre autour de la table? Ne pourrait-elle pas mener finalement à ce que l'intervention américaine, comme nous le rappelait à l'instant M. MacArthur, n'a jamais réussi à faire, amener la Syrie vers une fin de ce conflit si meurtrier? Sans l'intervention des Russes, Assad était tombé. Primo. Et qui y aurait eu? Primo. Secondo, d'ailleurs, ceux qui menaçaient Assad n'étaient pas Daesh, et les Russes ont consacré 85% de leur bombardement à l'opposition qui encerclait l'Alaouistan et non pas à Daesh. Pour l'instant, la Russie n'a pas encore bombardé Daesh qu'à 15% de leur sortie. Donc pour l'instant... Au contraire, Daesh a été plutôt renforcé par l'intervention russe. Absolument. Donc, on revient vers vous dans une petite seconde pour finir. Excusez-moi. Les Syriens ont été trahis par Obama, par les Occidentaux, par l'attelage Obama-Kerry, par la naïveté, par le mensonge. Disons-le, les Américains ont menti de bout en bout. Les Américains ont toujours réussi quand même quelques coups d'éclat avec la CIA quand ils décident de renverser un gouvernement ou d'aider une guérilla. Pourquoi pendant 5 ans, alors que les fonds étaient présents, cette CIA n'a pas été capable de lever une armée contre Bachar? Or, il y avait 100 000 déserteurs de l'armée syrienne qui n'attendaient qu'être structurés pour se retourner contre Bachar et en finir avec lui. Où était la CIA? Où étaient les Américains? Il n'y avait pas de détermination à la Maison-Blanche. Petraeus n'étant plus là, eh bien, c'est Obama qui a dicté avec Kerry la ligne, et la ligne, c'est la mollesse et la démission. Et donc la trahison du peuple syrien. C'est-à-dire que, comme disent les Syriens, encore ceux qui ont rêvé, qui sont nostalgiques de la première heure, on a cru qu'en appelant à la démocratie, on serait soutenu par les démocrates ou par les démocraties. Bon, c'est la plus grande déception. Oui, c'est une trahison, mais bon. L'appel à la démocratie, on peut voir que ça n'a aucun écho auprès des grandes démocraties. Au premier chef, les États-Unis, bien sûr. Maintenant, il faut revenir un petit peu commenter toute cette précipitation depuis 1 an ou 2 vers la Syrie, tous ces bombardements, tout ce ciel encombré. En principe, le prétexte, c'est Daesh, c'est l'État islamique. Or, c'est vraiment, encore une fois, l'autre prétexte. Il y a Bachar el-Assad qui est le prétexte du marchandage, et l'autre prétexte de l'interventionnisme à tout crin, c'est Daesh. Aucun mal ne lui est fait. Ni par les avions de la coalition qui, depuis 1 an, menés par les États-Unis, qui, depuis 1 an, bombardent. Hein? Pourquoi? Qui lui achète le pétrole? Qui lui achète le coton? C'est le Assad. régime syrien. C'est Assad et le les régime Turcs. syrien, premier C'est client. les Turcs, vous le savez très Assad, bien. Assad. Je voudrais, j'ai enquêté là-dessus. Assad fait tourner les centrales. Je voudrais donner la parole à John MacArthur qui voulait intervenir à l'instant. Monsieur MacArthur. J'allais juste, pour répondre à monsieur qui m'avait interrogé sur la politique américaine, vous voyez la même chose en Afghanistan. Alors que Obama avait promis de retirer tous les troupes à la fin de 2015, aujourd'hui, on compte sur à peu près 10 000 soldats qui vont rester après, en 2016.
alors ça va continuer l'intervention. Et c'est pas pareil la lutte contre les talibans, mais c'est symboliquement très similaire, très similaire. C'est incohérent, la politique américaine, c'est absolument incohérent. Et ce que je voudrais voir, c'est que la France s'insère un peu plus, de façon un peu plus intelligente dans la situation, d'insister sur la démission d'Assad. Simplement ne peut pas marcher. Il ne va pas démissionner. Les Russes ne vont pas accepter la démission d'Assad. Alors on y reviendra les termes sans doute, des Français très largement dans les choses à venir. Pour des raisons politiques. John McArthur, excusez-moi, et symbolique. On va manquer de temps. C'est des questions sur lesquelles on va revenir très largement. Bien sûr, les négociations auront lieu dès jeudi soir. D'ailleurs, avant de commencer pour de vrai vendredi, on va les suivre bien sûr de très près. Tout de suite, une petite pause et on jette un œil sur les médias. Alors, Karim Yayaoui nous a rejoint. Bonjour, Karim. Bonjour. Donc, vous avez jeté un coup d'œil sur ce que disent les médias. Et pour reprendre donc, le point qui était fait à l'instant sur l'implication de la France, pas mal de choses sont dites justement sur la France qui tente de reprendre la main sur ce dossier syrien. Les médias, ceci dit, trouvent que la diplomatie française reste très isolée. Il est peut-être trop tard. Alors, beaucoup d'articles aujourd'hui sur cette tentative de forcing, c'est le mot choisi par ce journal libanais, L'Orient le Jour, un forcing pour écarter Assad de la phase transitoire, mais alors que la France tente de rester ferme et de continuer sur cette ligne ni Daesh ni Assad, eh bien il y a des éléments qui viennent parasiter en quelque sorte cette ligne, puisqu'en même temps, on découvre cette image sur le site de Paris Match avec Jean-Frédéric Poisson, un député du Parti chrétien-démocrate, un parti satellite du Parti des Républicains, qui fait face à Bachar al-Assad, qui lui explique que la France soutient les terroristes. Alors, évidemment, c'est une image qui perturbe en quelque sorte le discours politique français, et en même temps, on s'aperçoit qu'à droite, notamment ici sur ce compte Twitter, celui de Valérie Boyer, on nous explique que l'État islamique a déclaré la guerre à la France. Ce n'est pas le cas de Bachar al-Assad, ce n'est pas ma tasse de thé, dit-elle, mais nous n'avons pas le choix. À gauche, certains tentent de garder cette ligne. Bachar el-Assad ne peut pas être l'avenir de la Syrie, c'est ce qu'explique Marie-Noëlle Lindemann, relayée ici sur le compte Twitter de Public Sénat, ou encore, en des termes plus forts et plus clairs, Alexis Bachelet qui écrit ou qui explique sur la radio RMC « Embrasser les mains pleines de sang de Bachar al-Assad, c'est tout simplement lamentable ». Toutefois, la ligne française est de plus en plus compliquée à gérer. C'est ce que nous explique cet article sur notre site internet, celui de France 24, puisque la France semble tout de même de plus en plus isolée sur le dossier syrien. Un article qui renvoie vers le blog d'Alain Juppé, qui, sur son blog, évoque ce fiasco syrien. Alors, il n'est pas forcément critique vis-à-vis de la ligne de la France, qui est restée la même depuis le début. Pas de Bachar, pas de Daesh. Mais en tout cas, il explique que désormais, c'est peut-être inévitable. La France va peut-être se retrouver à négocier avec Bachar al-Assad. Il utilise ces termes. Je crains que le moment ne soit donc venu de boire la calice jusqu'à la lie. En tout cas, Alain Juppé plutôt pessimiste sur cette ligne. Alors, on parle aussi sur les réseaux sociaux, Karim, beaucoup de la visite de Nicolas Sarkozy à Moscou. Une visite très commentée qui laisse sceptique la majorité. Bruno Leroux, le chef de file des députés socialistes, ironise en évoquant une forme de fascination de la droite pour les régimes autoritaires. Alors à droite, sur son compte Twitter, Thierry Mariani tente d'expliquer que c'est tout à fait normal que Nicolas Sarkozy, en tant que responsable du principal parti d'opposition, aille dialoguer avec la Russie. Le site de l'Express, lui, nous explique que c'est peut-être un bon coup tactique du patron des Républicains, puisqu'on considère du côté du Parti des Républicains que Poutine est en quelque sorte l'échec de François Hollande, alors que Nicolas Sarkozy, par le passé, a réussi à dialoguer avec le maître du Kremlin. Politico, le site américain, lui, est très ironique en expliquant qu'il n'y a pas si longtemps, un diplomate américain expliquait que Nicolas Sarkozy était le plus, depuis la Seconde Guerre mondiale, le président français le plus pro-américain qui n'ait jamais été au pouvoir. Aujourd'hui, ce Nicolas Sarkozy, c'est du passé.
Karim Yayaoui avec un œil sur les médias. Merci beaucoup. C'est la fin du débat de France 24. Je voudrais remercier mes invités d'y avoir participé. On dirait en duplex de New York, John MacArthur, et en plateau avec moi, Antoine Basbous, Salah Kodmani et Dimitri Dekochko. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. On se retrouve très bientôt pour un tout nouveau débat sur France 24. Dans un petit moment, les titres. À bientôt.